Hola, ¿qué tal? Gracias por conectarse a esta sesión. Bonjour, merci de vous connecter à cette session d'information de l'Organisation panaméricaine de la santé sur la pandémie du COVID-19 dans la région des Amériques ce mercredi 15 septembre. Je suis Sébastien Oliel du département de communication de l'OPS et cette session tardera environ 1 heure. Comme toutes les semaines, nous avons déjà reçu vos questions par courrier électronique et vous pourrez également poser vos questions en cliquant sur le chat, le bouton Q et A. N'oubliez pas d'indiquer votre nom et votre média dans vos questions. Nous avons l'interprétation simultanée vers l'anglais, le portugais et le français. Vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter en cliquant sur le petit globe Interprétation. Aujourd'hui, la directrice de l'OPS, le docteur Carissa Etienne, vous parlera de l'évolution de la pandémie dans les Amériques et sur la situation des enfants et des adolescents concernant le COVID-19. Avec le docteur Etienne, nous aurons pour cette session d'aujourd'hui le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires de l'OPS et le docteur Sylvain Aldigueri, coordinateur de la réponse à la COVID-19. J'invite maintenant le docteur Carissa Etienne pour partager ses remarques et sa mise à jour avec nous. Merci. Merci Sébastien. Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Merci de nous rejoindre ici. Cette dernière semaine, 1,4 million de cas de COVID-19 et 23 300 morts qui sont liés ont été signalés dans notre région des Amériques. De même que dans de nombreuses parties du monde qui signalent une réduction ou une stagnation des cas de COVID-19 cette dernière semaine, les Américains ont signalé également une augmentation de 20% dans les nouveaux cas. En Amérique du Nord, les infections ont cru d'un tiers à cause de flambées aux États-Unis et au Canada. Dans la province canadienne d'Alberta, les cas ont doublé ces dernières semaines et les hôpitaux connaissent des manques de personnel. Les États-Unis signalent plus de 100 000 nouvelles infections journalières depuis la première fois depuis janvier et la capacité hospitalière dans beaucoup d'États fédérés du sud des États-Unis reste basse et préoccupe. Les infections sont en augmentation également au Costa Rica, au Guatemala et au Belize parce que les hôpitaux sont tout à fait saturés de patients COVID. En même temps, les infections se sont ralenties dans les Caraïbes, même s'il y a quelques exceptions notables, la Grenade, les Barbades et Bermuda, qui ont signalé des augmentations brutales de cas, et la Jamaïque, qui a vu la semaine dernière son record depuis le début de la pandémie. La plupart des pays sud-américains notent des reflux dans les infections et les morts de la COVID. Ce qui nous encourage, c'est que plus de 30% de la population de l'Amérique latine et des Caraïbes ont été toutes complètement vaccinées contre la COVID-19. Mais comme ces doses ne sont pas réparties de façon équitable, il y a encore beaucoup à faire pour que chacun puisse être vacciné. Puisqu'on parle d'inégalité dans notre région, il faut aborder la situation d'un groupe qui n'a pas reçu l'attention qu'il méritait. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je voudrais faire le point sur la situation des enfants et des adolescents. Nous avons beaucoup appris sur ce virus depuis ces 18 derniers mois, y compris comment les enfants et les adolescents attrapent et disséminent la COVID. Quand les enfants sont infectés, ils ont généralement des symptômes plus bénins ou aucun symptôme. Mais la COVID-19 peut créer également des formes sévères de la maladie chez les enfants et les adolescents. Comme pour les adultes, si les enfants ont un problème médical préexistant ou si ils sont en surpoids ou obèses, ils ont plus de probabilité d'être infectés et de développer des symptômes sévères qui nécessitent une hospitalisation. Les enfants les plus jeunes ont une probabilité moindre de transmettre le virus à d'autres, mais le risque grandit avec l'âge et à partir de l'adolescence, les jeunes sont aussi susceptibles de transmettre le virus que les adultes. L'an dernier, on a observé plus d'1,5 million cas de COVID-19
chez les enfants et les adolescents dans notre région. Après 9 mois, 2021 a donc connu 1 900 000 infections chez les enfants et les adolescents. Alors que les adultes sont vaccinés contre la COVID-19, les enfants qui ne sont pas encore éligibles pour la vaccination dans la plupart des pays de notre région représentent un grand pourcentage des hospitalisations et même des morts dues à la COVID. Donc, il nous faut être clairs, les enfants et les jeunes doivent aussi affronter un risque de maladie qui est significatif. Cette pandémie affecte la situation des enfants d'autres manières également. Les enfants de notre région, par exemple, ne vont pas à leur bilan de santé annuel ou leur vaccination de routine à cause de perturbations des services de santé. La moitié des jeunes ont connu des épisodes de stress ou d'anxiété pendant cette pandémie et malheureusement, les services de santé mentale sont hors de portée de la plupart. Les services de santé qui accompagnent la santé reproductive et sexuelle ont connu également des perturbations dans plus de la moitié des pays de notre région, et ce qui a malheureusement contribué à l'une des augmentations très importantes de la grossesse adolescente que nous avons connue depuis une décennie. Au-delà de l'impact direct sur leur santé, ces conséquences indirectes du virus sont freinent leur croissance et leur développement et mettent en danger leurs chances pour le futur. Les confinements et les perturbations économiques ont augmenté le risque de violence domestique pour la plupart des enfants et la maison n'est pas forcément le lieu le plus sûr pour eux. Nos enfants ont également manqué des jours d'école plus que les enfants de toutes les autres régions du monde. Et malgré nos efforts pour essayer d'organiser l'enseignement à distance, l'enseignement présentiel n'est pas remplaçable parce que les écoles ne sont pas seulement les endroits où les enfants reçoivent une éducation, c'est également l'endroit où les enfants peuvent socialiser et recevoir une aide en santé mentale et manger de façon équilibrée. Donc, chaque jour perdu d'école, plus est grand le risque de décrochage et pour les enfants les plus vulnérables. Les experts sont d'accord que la pandémie a déclenché la crise éducative la pire que nous ayons connue dans cette région. L'impact large de cette pandémie sur les enfants et les adolescents ne peut donc pas être négligé. C'est la raison pour laquelle il nous faut protéger les enfants en leur donnant et en donnant à ceux qui s'occupent d'eux le soutien dont ils ont besoin pour maintenir les mesures de santé publique qui se sont révélées efficaces contre le virus. Alors que les vaccins contre la COVID ne sont pas encore approuvés pour les enfants dans la plupart des pays, il faut continuer à pratiquer la distanciation sociale, le lavage des mains, le port du masque dans les endroits publics et éviter les endroits où il y a trop de concentration de personnes, et ça peut aider les enfants. Et les enfants et les adolescents doivent être testés s'ils développent des symptômes ou s'il y a une suspicion qu'ils sont malades afin d'éviter la dissémination de la maladie. Les adultes peuvent également jouer un rôle pour protéger leurs enfants en pratiquant ces mesures de santé publique, les mesures barrières, et en se faisant vacciner quand c'est leur tour. Les pays devraient également entreprendre tout ce qu'ils peuvent pour la réouverture sûre des écoles. Et il n'y a pas, bien sûr, de risque zéro. C'est la raison pour laquelle les autorités nationales et locales doivent avoir la main sur la décision s'il faut rouvrir ou maintenir les écoles ou les maintenir fermées en fonction de la situation épidémiologique locale et leur capacité à répondre. L'OPS a lancé des directives détaillées sur les mesures qui sont nécessaires pour la réouverture des écoles, comme la ventilation et les conditions sanitaires, et a publié des mesures recommandées pour protéger les jeunes. Au fur et à mesure que les vaccins deviennent disponibles, autant les professeurs que le personnel scolaire devraient être prioritaires pour cette vaccination parce que les adultes sont les plus susceptibles d'apporter le virus dans les salles de classe.
c'est le moment que les ministres de la santé, de l'éducation, de la protection sociale collaborent et conçoivent des politiques intégrées qui donnent la priorité aux enfants et aux familles. Les pays comme le Chili, l'Uruguay et la Colombie ont développé des programmes avec succès qui intègrent l'éducation, la santé et les services sociaux et arrivent à soutenir tous les besoins des parents et des enfants, limitant ainsi les conséquences de la pandémie pour le futur. Et pour terminer, nous exhortons les pays à faire participer les parents, les enfants et les adolescents à toutes les décisions. Au début de cette pandémie, le virus avait un impact disproportionné et plus important sur nos personnes âgées. Et le résultat de cela, c'est que trop d'enfants et de jeunes continuent à penser qu'ils ne sont pas exposés. Et nous devons changer cette mentalité. Il est important que autant les enfants que les adolescents comprennent cette notion de risque de tomber malade et le rôle qu'ils peuvent jouer pour la prévention de la transmission du COVID-19. Les pays doivent développer des campagnes de communication qui sont ciblées sur ces enfants et ces adolescents et qui se centrent sur les besoins et les ressources disponibles pour cette partie de la population, qui écoutent les soucis qui sont que eux-mêmes et leurs parents manifestent, et en recourant à un langage et à des plateformes qu'ils peuvent comprendre, comme la télé, les médias sociaux, qui leur parlent. Aujourd'hui, les enfants et les jeunes dans notre région courent le risque de devenir la génération qui aura perdu des occasions en termes de santé, d'éducation et d'opportunités sociales qui leur permettraient de développer tout leur potentiel. Cependant, ce n'est pas trop tard. Les pays doivent agir en urgence pour rétablir les services de santé, d'éducation et les services sociaux pour minimiser l'impact de cette pandémie afin que aucun enfant ou adolescent ne soit laissé de côté parce que leur futur, c'est aussi le nôtre. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous passons maintenant aux questions que vous nous avez déjà fait parvenir par le courrier électronique. Et nous allons prendre des questions que vous nous avez envoyées sur le QA. N'oubliez pas d'indiquer votre nom et vos médias dans vos questions. La première question que nous avons nous vient de Jacqueline de El Salvador Villeda qui nous demande s'il est recommandé par l'OMS-OPS la vaccination sur des enfants de moins de 12 ans. Quelle est votre opinion pour des pays tels que El Salvador qui vaccinent les enfants de 6 ans à 11 ans et quelles sont les recommandations que nous devons faire au système de santé au sujet de cette décision? Et sur le chat, Nora Gades du Miami Herald a dit que l'on a commencé à vacciner les enfants. Est-ce que nous pouvons prendre cette décision également? Et s'il y a des informations qui soutiennent et encouragent la vaccination sur des enfants, des petits-enfants. Docteur Barbosa, merci pour ces questions. Oui, il y a un grand intérêt concernant la vaccination des enfants et des adolescents. Le processus de recommandation de l'OMS. Tout d'abord, les vaccins doivent présenter à l'OMS les données qui soutiennent et qui basent la sécurité et l'efficacité des vaccins sur les enfants et les adolescents. En ce moment, les vaccins qui ont déjà l'autorisation d'utilisation d'urgence, seulement le vaccin Pfizer a l'autorisation pour vacciner les adolescents. Moderna a demandé de revoir ces données pour pouvoir utiliser sur les adolescents de 12 à 15 ans la vaccin de Sinopharm. Sinovac ont demandé à l'OMS également qu'ils puissent utiliser ces vaccins sur des enfants de 3 à 16 ans. Ces trois demandes sont sous analyse encore. Il n'y a pas de réponse encore parce qu'il faut revoir ces données d'une manière
très précises les informations que les producteurs présentent au sujet des essais cliniques qu'ils ont réalisés avec des enfants et des adolescents pour garantir qu'il s'agit de vaccins qui peuvent être utilisés sur ce groupe. Ce sont des vaccins qui sont déjà utilisés, celle de Moderna à partir de 16 ans, les autres à partir de 18 ans, mais c'est en suspens concernant les données pour qu'elles soient utilisées sur des enfants plus jeunes. Après avoir obtenu ces autorisations, le groupe d'experts en vaccination de l'OMS, SAGI, de par son acronyme en anglais, fait ses recommandations, c'est-à-dire les vaccins sont autorisés à être utilisés sur ces tranches d'âge avec telle et telle caractéristique. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de vaccin qui soit autorisé par l'OMS pour l'utilisation sur des enfants. Et c'est pour ça que l'OPS et l'OMS ne recommandent pas la vaccination sur ce groupe. Il y a des pays qui prennent des décisions et ces décisions appartiennent à chaque pays. Il y a 2 pays qui utilisent déjà des vaccins sur des enfants dans 2 régions, c'est le Cuba et le Chili. Le Cuba et le Chili ont leurs autorités réglementaires, ont déjà reçu les dossiers d'information, ils les ont révisés et autorisés. Ils n'ont pas de justification à donner à l'OMS et à l'OPS. C'est une décision qui en revient à chaque pays. Nous ne pouvons pas faire de commentaires concernant ces décisions parce que nous ne connaissons pas les données qui leur ont été envoyées. Mais voici par conséquent la situation générale au sujet des vaccins sur les enfants et les adolescents. Il est très important également de souligner que beaucoup de pays de la région, comme notre directrice l'a bien dit, ont le besoin d'augmenter leur vaccination sur les groupes les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes qui souffrent de maladies chroniques, puis continuer à vacciner tous les adultes. C'est encore la grande priorité que la plupart des pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont encore en ce moment. Merci. Merci, docteur. La question suivante sur le chat en anglais. Quel est le conseil que l'OPS donne pour les infections qui ont commencé à l'école? Et Sarah Sparks demande comment le variant Delta a changé la dynamique de ces épidémies qui ont commencé dans les écoles. Est-ce que certains modèles suggèrent que la majorité des enfants de moins de 12 ans qui pourraient être infectés dès la fin de l'année sans effort de mitigation, est-ce qu'on va pouvoir contrôler la COVID-19 chez les enfants, Dr. Ugarte? Merci pour ces questions très importantes. Nous savons que les enfants de tous les âges peuvent être infectés par le virus de la COVID-19 et le repasser. Les épidémies de la COVID-19 ont été signalées dans les écoles, dans des camps de vacances, dans des crèches. Quand la distanciation sociale n'est pas utilisée et quand les masques ne sont pas non plus utilisés, qui réduisent les risques. Les enfants et les adolescents, généralement, ont des symptômes plus bénins, même si les maladies, la manifestation de la maladie, d'ailleurs avec le variant Delta, requiert plus d'études pour savoir si cela va rester le cas ou si l'extension de ces variants préoccupants va changer la situation des enfants infectés. Nous savons que le risque de transmission vers les enfants ou des enfants dépend de facteurs divers, par exemple, sur la transmission, les mesures mises en place pour contrôler le virus dans les zones où ils travaillent et où ils étudient, où ils vivent, sont des facteurs de risque, en plus des facteurs biologiques liés au virus. Donc, le recours aux mesures de santé publique, les mesures barrières, y compris la distanciation sociale, le lavage des mains, le recours aux masques, le fait de tousser dans son coude ou d'utiliser des mouchoirs en papier, de la ventilation adéquate dans les ambiances fermées
sont les mesures qui se sont révélées efficaces pour réduire la transmission. Ces mesures devraient être constamment mises en œuvre et de façon continue à tout moment pour les enfants qui sont scolarisés, surtout pour les enfants en dessous de 12 ans qui ne sont pas éligibles pour la vaccination. Donc, c'est une responsabilité importante des autorités nationales, des autorités scolaires de mettre en place ces mesures et de surveiller la situation épidémiologique dans ces zones scolaires, mais également de mettre en place ces mesures qui concernant le transport scolaire dans les deux sens, de la maison vers la maison, pour réduire les risques le plus possible afin de ne pas voir une augmentation de la transmission infantile que nous observons malheureusement dans des proportions croissantes dans le monde entier. Merci beaucoup, Dr Barbosa. La question suivante nous vient de Lisette Escobar de El Universo en Équateur et Daniel Colucci du New York Times. Quelle est la raison de la baisse des cas de COVID-19 en Amérique du Sud? Docteur Aldigueri, s'il vous plaît. Merci de cette question. Je vais vous répondre en espagnol. Tout d'abord, il est très important toujours de rappeler que depuis le début de la pandémie, nous avons observé un mosaïque de profils épidémiologiques parmi les sous-régions des Amériques, les Caraïbes, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Nous pensons que cette situation de chute et de baisse de nouveaux cas se doit à une combinaison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, les pics de transmission qui ont eu lieu en Amérique du Sud lors du premier trimestre 2021 et puis qui, à partir du mois de juin, ont provoqué l'imposition de mesures strictes de santé publique et plusieurs pays, surtout dans les zones géographiques où il y avait une augmentation de la transmission. Ceci a provoqué moins de mobilité et de mesures sociales, c'est-à-dire que ceci a eu un impact sur la transmission. Il pourrait également y avoir un facteur associé à la saisonnalité. Les courbes épidémiologiques d'influence de grippe entre 2014 et 2019 pour l'Amérique du Sud ont un comportement, une conduite semblable de celui du COVID entre 2020 et 2021, ce qui nous fait réfléchir à ce qui suit. Mais il est important d'observer que cette chute, cette baisse en Amérique du Sud n'est pas un effet causé par les laboratoires, parce que la surveillance des laboratoires a continué à exister conformément aux cas présentés. Un autre facteur qui est également très important de tenir compte des aspects immunitaires de la population. En premier, l'effet de la vaccination en Amérique du Sud, avec plus de 231 millions de personnes ayant reçu la première dose et plus 132 millions avec le schéma complet des deux vaccins et 19 millions de personnes qui ont reçu le vaccin à dose unique. En outre, les pays comme le Chili, l'Uruguay ont une couverture nationale excellente au-dessus de 60 ou 70%. D'autres pays montent et augmentent leur couverture, comme par exemple l'Équateur, l'Argentine et le Brésil, parmi d'autres, avec une couverture au-dessus du 30% et continue à croître. Je dirais finalement qu'il est nécessaire d'avoir plus de caractérisation pays par pays concernant le nombre de récupérés des infections dans une sous-région qui avait été châtiée par des pics importants au début des années 2020 et puis 2021. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Ana Lucia livré du Guatemala avec le variant Delta présent. Combien est efficace le vaccin
contre le COVID-19 sur les enfants et les adolescents. La protection que fournit le vaccin, est-ce que ce pourrait être une protection plus large que celle qu'elle a sur les adultes? Nous n'avons pas de données pour répondre si l'effectivité des vaccins sont la même, sont plus importantes ou moins importantes sur les enfants et les adolescents. Car nous sommes en train de réviser, l'OMS nous est en train de réviser les demandes des producteurs pour l'utilisation d'urgence sur ce groupe de population. Lorsqu'ils présentent ces informations, s'il sera possible de vérifier si ces vaccins, quelle est leur performance et leur efficacité sur le groupe d'enfants et d'adolescents. Comment pouvons-nous vérifier l'efficacité d'un vaccin concernant les variants? Tout d'abord, si pendant l'essai clinique de phase 3 dans les pays où a été utilisé le vaccin pour les essais cliniques, si le variant Delta était présent. Et là, nous aurons les informations que vont nous donner les fabricants. L'autre possibilité, c'est qu'avec les données de la vie réelle, de l'utilisation, il est possible de vérifier si l'efficacité d'un vaccin continue à conserver sa capacité de protection lorsque le variant Delta circule. Ce sont des études qui ont été diffusées pour les adultes. Et il est important de dire que même concernant le variant Delta, dans des pays tels que le Royaume-Uni, il y a des données très consistantes. Les États-Unis également, des pays qui avaient déjà une transmission très importante du Delta. Et donc, ces pays ont conservé leur capacité d'empêcher les hospitalisations et les cas graves. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une réduction moindre pour des modes légers, mais pour les hospitalisations et les formes graves de la maladie sévère, les vaccins autorisés par l'OMS continuent à avoir une protection très importante, y compris contre le variant Delta. Merci, docteur. Nous avons des questions maintenant de Cynthia Torres du Nicaragua et également du journal La Presse. En général, je vais vous lire. Le Nicaragua a une prise de contagion, mais ni le gouvernement et ni le ministère de la Santé n'officialisent le chiffre d'infectés. Il continue à y avoir des agglomérations. Il demande s'il y a une manière de de projeter à combien quand est-ce que ces cas vont chuter. D'autres questions qui sont en rapport avec la vaccination, au sujet de l'oxygène, etc. Merci pour toutes ces questions. À nouveau, avec les données officielles que nous avons du Nicaragua, il n'est pas possible de faire une analyse adéquate au sujet de la situation du COVID au Nicaragua. Pour faire une analyse adéquate, il y a d'autres sources qui nous montrent qu'il y a une occupation très élevée des services hospitaliers. Nous avons des rapports et des comptes rendus au sujet de la transmission très élevée, également chez les enfants et les adolescents, aussi bien en ce qui concerne les hospitalisations que les cas confirmés et également les décès. Tout ceci nous montre une tendance qui se présente dans d'autres pays et ce n'est pas surprenant. Il est clair que les agglomérations des personnes donne une grande opportunité et occasion au virus pour qu'il se propage, c'est-à-dire que
sous ces circonstances, nous appelons la population à nouveau pour prendre les précautions correspondantes, qu'elle évite les agglomérations, conserver la distanciation physique, utiliser le masque lorsque vous êtes près d'autres personnes, si vous ne pouvez pas avoir la distanciation, également le port du masque, le lavage des mains. Et lorsque vous avez si vous soupçonnez d'avoir eu un contact avec quelqu'un d'infecté, mettez en œuvre la quarantaine. Et si vous pensez avoir une maladie liée au COVID-19 ou des symptômes, pratiquer l'isolement. C'est la responsabilité en revient à tous. La responsabilité revient au gouvernement d'informer la population au sujet de l'avancée de l'épidémie pour que la population puisse prendre ces mesures. Et il en revient à la responsabilité de chacun de prendre soin. Ainsi, nous espérons que, tandis que la vaccination soit mise en œuvre au Nicaragua, qui est encore à des niveaux très bas, que nous conservions les gestes barrières et, comme l'a dit notre directrice à d'autres occasions, continuons à nous soigner pour contrôler le COVID-19. Merci beaucoup. La question suivante nous vient de Mélina Ochoa. Elle dit, conformément avec au Mexique, les écoles ont repris et on n'a pas vu de contagion sur les enfants. Est-ce que l'OPS est d'accord avec cette question, qu'il n'y a pas eu de reprise des infections conformément à la reprise, et voudrait savoir quel est l'état des 32 États du pays et quel est l'état actuel de la circulation de variants au Mexique. Docteur Aldigueri, merci de cette question pour le Mexique. Il est important de mesurer la situation dans les écoles et le placer dans le contexte à un niveau général. Sous cet aspect, la situation épidémiologique, nous observons une baisse dans la plupart des États, mais il y a toujours un nombre élevé de nouveaux cas qui est supérieur à 10 000 cas par jour. La mortalité continue à être élevée à un niveau fédéral aux alentours de 1000 décès par jour, avec un taux de mortalité accumulé de 200 000 par million d'habitants. D'autres aspects importants sont le variant de préoccupation Delta, qui est présent d'une manière grave dans la plupart des États des pays. 95% au district fédéral dans la ville de Mexico, d'après les données nationales. Ce profil ressemble au profil des autres pays d'Amérique du Nord avec la circulation du variant Delta. Concernant les aspects scolaires, la rentrée scolaire a provoqué certains cas sur des adultes et du personnel scolaire. Néanmoins, je dirais qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions concernant cet aspect de la dynamique de la pandémie au Mexique. Et j'aimerais rajouter que dans ce contexte, il est important de tenir compte des annonces faites par les autorités sanitaires concernant la vaccination pour les groupes entre jusqu'à 17 ans. Et je voudrais rajouter finalement quelque chose et souligner également de dire pour les jours fériés à partir de demain, pour le férié de l'indépendance, il y a un risque de réactivation de la transmission et par conséquent le besoin de renforcer d'une manière stricte les gestes barrières. J'espère avoir répondu aux questions de la journaliste en rajoutant ce dernier point important. Merci beaucoup.
Merci, docteur. La question suivante pour la directrice de l'OPS en anglais. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur l'état de la vaccination sur le continent américain? Merci, Sébastien, et merci de cette question également. Les campagnes de vaccination continuent à rencontrer des obstacles et des retards qui concernent la production du vaccin. Dans nombreuses régions de nos régions ont reçu des arrivées importantes de vaccins la semaine dernière. Plus de 4 600 000 doses sont arrivées dans notre région, y compris des dons de la part de l'Espagne, des États-Unis et du Canada vers plusieurs pays comme la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, la Jamaïque et le Honduras. Les pays continuent à administrer ces vaccins qui atteignent un nouveau palier dans la couverture de vaccination. Plus de 30% des gens en Amérique latine et aux Caraïbes ont maintenant un schéma vaccinal complet contre la COVID-19. Plusieurs pays ont déjà vacciné plus de la moitié de leur population éligible. Mais nous savons également que la couverture reste très basse dans plusieurs pays. Un tout petit peu plus de 5% des gens ont été vaccinés en Jamaïque, moins de 4% au Nicaragua et moins d'1% en Haïti. Et d'après nos observations, l'inégalité face au vaccin ne fait qu'empirer. Alors que certains pays essayent de rassembler suffisamment de doses pour protéger leurs professionnels de santé et les populations prioritaires, plus de 3 500 000 doses de rappel, de troisième dose, ont déjà été administrées dans notre région. Certaines pour les personnes, aux personnes dont le système immunitaire est compromis, mais également dans plusieurs pays pour la population, le grand public en général. Le débat scientifique sur l'utilité de ces troisièmes doses pour les gens qui ne sont pas, dont le système immunitaire n'est pas compromis, continue. Notre priorité maintenant est d'utiliser tous les vaccins disponibles pour protéger plus de gens dans notre région, parce que 30% de la population vaccinée, cela ne suffit pas. Ces doses pourraient protéger beaucoup plus de personnes qui sont dans une situation de risque et nous continuons à exhorter les pays qui ont des excédents de vaccins de bien vouloir les partager avec les pays qui en ont vraiment besoin parce que cela sauve des vies. Je voudrais également en profiter de cette opportunité pour exhorter les pays qui ont déployer leur campagne de vaccination de façon lente, comme l'Haïti, de redoubler d'efforts et d'étendre leur campagne, même si les conditions locales sont difficiles. Certains pays, y compris plusieurs dans la zone des Caraïbes, doivent affronter le doute face aux vaccins au sein de leur population. À ces gens, je leur dis, faites-vous vacciner dès que le vaccin est disponible pour vous. Ces vaccins ont été approuvés par l'OMS, sont sûrs et pourraient sauver votre vie. N'hésitez pas à vous protéger, ainsi que vos proches, des formes sévères de la maladie ou même de la mort. Merci, Dr. Merci, Etienne. Dr. Etienne. La question suivante nous vient de Kevin Feymalin du Guardian Media de Trinidad et Tobago. Vu que les vaccins contre la COVID-19 sont moins efficaces contre le variant Delta, est-ce que les producteurs de vaccins travaillent sur des vaccins plus récents ou plus forts pour combattre le variant Delta? Qu'est-ce que l'OPS pourrait nous dire sur l'état de développement de ces vaccins? Dr. Barbosa, merci Kevin Felmin. Laissez-moi souligner une fois de plus que les vaccins qui ont reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS, avec les données dont nous disposons, ont prouvé qu'ils sont efficaces contre le variant Delta. Toutes les données dont nous disposons sont des données de l'usage réel de vaccins au Royaume-Uni, aux États-Unis, Moderna Vaccine, au Royaume-Uni, AstraZeneca et Pfizer. Ces vaccins montrent que leur protection pour les formes bénignes sont réduites, mais sont toujours aussi efficaces
contre les formes sévères et contre les hospitalisations et contre les risques de mort. Elles ont montré, c'est qu'on peut être protégé par les deux doses. Une seule dose, et effectivement, ce variant Delta, qui est dont la transmission est la plus commune, effectivement, ça réduit la protection. Donc, il faut souligner cela, le répéter. Et il nous faut faire vacciner plus de gens. C'est la protection réelle et la seule dont nous disposons contre le variant Delta. N'attendons pas de nouveaux vaccins qui ne sera lancé que dans 1, 2 ou 3 ans. Le vaccin dont nous disposons également sont efficaces contre le variant Delta. Bien entendu, d'autres fabricants développent de nouvelles études pour améliorer leurs vaccins, essayer de produire, par exemple, des vaccins à dose unique ou à combiner plusieurs vaccins, la protection contre le SARS-CoV-2 et d'autres virus. Donc, il y a plus de 100 euh, développeurs de laboratoires qui essaient de développer des vaccins contre la COVID-19. On ne sait pas quand ces vaccins vont devenir disponibles. Ça va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, ne réfléchissez pas trop. Faites-vous vacciner maintenant. Ils vous protégeront contre tous les variants qui sont en circulation. Ça peut sauver votre vie ainsi que la vie de vos proches. Merci. Merci, docteur. Nous avons plusieurs questions liées aux variants de Kevin Fairmind de The Guardian, Linda Straker de Now Grenada et Anna Herrero du Washington Post, en anglais. Question de Kevin de Linda Straker de Justin Collab. Quel est le point sur la dissémination des variants Delta et Mu dans les Caraïbes? Est-ce que plus de pays ont détecté ces variantes la semaine dernière? Est-ce qu'il y a une transmission communautaire qui a lieu? Linda Straker pose une question similaire. Quels sont les variants que l'on trouve dans les États de l'Organisation des États des Caraïbes? Et de Washington Post, est-ce que vous savez si le variant Delta prédomine dans les infections en Amérique du Sud? Professeur Aldigueri, merci pour toute cette série de questions concernant les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Je vais répondre ces questions séparément. Pour ce qui est des Caraïbes et surtout les Caraïbes orientales, plusieurs variants circulent en même temps. Donc, dans les pays de l'OECO, y compris les 4 variants préoccupants, même si c'est dans des proportions différentes. Tandis que le variant bêta a été détecté seulement à Antigua et Barbuda, le variant alpha a été détecté à Antigua, les îles Virgin, Montserrat et Saint-Lucie. Le variant delta a été détecté à Antigua, dans les îles Vierges, Montserrat et Saint-Vincent et dans les îles Grenadines. Le variant Delta, quant à lui, qui devient prédominant dans la sous-région des Caraïbes, a été signalé dans la plupart de la région des Caraïbes orientales. Et ces 2 dernières semaines, il a également été détecté dans d'autres parties des Caraïbes, y compris aux Bahamas, Guyana, la Guyane et Haïti. Mais il est important de rappeler que ce processus de déplacement ou de remplacement de souches de variantes l'une par l'autre est un phénomène qui est attendu, qui arrive depuis le début de la pandémie et qui a lieu à cause de l'émergence et de la circulation de variants comme le Delta, qui s'adaptent mieux à l'hôte humain. Et cela est dû à leur processus d'évolution. Pour ce qui est du variant Mu, j'aimerais d'abord commencer par rappeler le public que ce variant qui a été originellement classé comme B1-621 n'est pas un nouveau variant. En fait, il circule dans la région des Amériques au moins depuis janvier de cette année. Dans la région des Amériques, ces variants prédominent en Colombie et
Une transmission significative est observée également au Costa Rica et en Équateur. Cependant, sans impact en termes de sévérité, taux de fatalité ou d'augmentation significative de la transmission. Tous ces pays ont détecté ce variant mu d'une façon sporadique, avec un impact très faible sur la transmission communautaire, et cela inclut le Mexique, le Chili, le Pérou, le Venezuela et toute une série de pays, y compris les Caraïbes. Il est important de mentionner, pour ce qui est du variant mu, c'est un variant à suivre qui ne crée pas en essence un changement et ne repose pas de menaces ou de risques spécifiques en termes de circulation pour les mois prochains. Donc, le variant mu doit continuer à être suivi et de nouvelles études réalisées sur ce variant. Finalement, sur la situation du variant Delta dans les Amériques, nous pouvons affirmer que nous observons actuellement des différences par rapport aux autres sous-régions, y compris l'Amérique du Nord et la sous-région des Caraïbes, pour ce qui est donc du variant Delta. Ce variant est détecté dans tous les pays hispanophones et lusophones d'Amérique du Sud. Cependant, dans la plupart de ces pays, on observe que le variant gamma, qui a surgi en fin 2020 dans le bassin amazonien, reste prédominant dans beaucoup de pays. Donc, il s'agit d'une mosaïque assez complexe, un panorama compliqué, mais nous recevons des données excellentes du réseau de surveillance épidémique de l'Amérique du Sud, l'Amérique latine et des Caraïbes. J'espère avoir répondu aux soucis, préoccupations des 3 journalistes concernant la situation des variants dans plusieurs de nos sous-régions. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Gerson Coyabi de El Comercio Pérou. L'OPS a récemment annoncé la mise en place d'une plateforme pour produire des vaccins ARN dans la région à l'avenir. Y a-t-il déjà des pays qui ont manifesté leur intérêt à participer et est-ce que le Pérou en fait-il partie? Docteur Barbosa, merci de cette question. C'est une initiative très importante de la part de l'OPS qui a été annoncée par notre directrice pour diminuer la vulnérabilité qu'a l'Amérique latine et les Caraïbes. Nous le voyons depuis le début de la pandémie concernant des produits tels que les masques et tous les équipements de protection personnel, les respirateurs, c'est-à-dire nous voyons qu'il y a un besoin qui a été souligné pour cette question des vaccins, pour renforcer la capacité de production de l'Amérique latine et des Caraïbes. Le principe de l'OPS n'est pas de renforcer la capacité isolée d'un pays pour sa production, c'est de rechercher une production partagée entre les pays parce que nous avons déjà dans beaucoup de pays de notre région la capacité de produire des vaccins, de produire des composants importants pour le vaccin. Et l'idée, c'est de profiter de la capacité qui existe déjà à présenter des propositions qui puissent être possibles et montrer de la durabilité au fil du temps. Il ne s'agit pas d'un projet pour 1 mois ou 2 mois. C'est un projet à long et moyen terme qui peut avoir une répercussion positive. Et tous les projets, les produits qui doivent faire toute la région en profiter. Ça doit être pour toute la région d'Amérique latine et des Caraïbes en utilisant les 2 fonds qu'a l'OPS, le fonds stratégique pour les médicaments et les fonds stratégiques pour les vaccins, de sorte que tous les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes puissent avoir un meilleur accès à des produits de qualité à un prix plus accessible. Nous avons lancé la plateforme et les appels. Nous avons eu 32 propositions qui ont été présentées. Je ne peux pas vous dire maintenant s'il y a des propositions du Pérou parce que les propositions sont encore sous une analyse. Mais à nouveau, le Pérou
comme tous les pays, seront bénéficiés de cette question. Et Gerson du commerce nous dit que le Pérou connaît une nette diminution des cas et la troisième vague est attendue ce mois-ci. Malgré cela, les autorités lèvent de plus en plus les restrictions, ce qui pourrait s'avérer contre-productif. Docteur Aldigueri, merci pour cette question de commerce. Effectivement, depuis le mois d'avril, le Pérou connaît une nette diminution des cas. Outre la vaccination complète sur des groupes plus fragiles, comme par exemple les mesures de santé publique, comme la distanciation sociale, l'utilisation de masques et le lavage des mains. Et avec ceci vient tout ceci va contribuer à retarder le potentiel d'une troisième vague, ou tout au moins réduire son impact lorsque cette vague se présentera. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il est important de savoir que les autorités sanitaires des pays de la région, d'Amérique du Sud, du Pérou en particulier, ont à leur disposition des instruments de suivi et de modélisation qui permettent de détecter l'augmentation des cas à un niveau national, régional et sous-national. Ainsi, l'articulation étroite entre l'équipe épidémiologique et les décideurs, les gouvernements nationaux, etc., locaux, peuvent prendre des décisions quant au renforcement des mesures de santé publique, des gestes barrières qui sont clairs pour diminuer ou apaiser la propagation de la pandémie au sein de la société. J'espère avoir répondu à la question du journaliste péruvien Emilia Bexer de Clarín en Argentine. Que doit présenter la Russie pour que l'OMS approuve Sputnik V? Plus précisément, qu'est-ce que la Russie n'a pas résolu pour que le vaccin reçoive le feu vert? Docteur Barbosa, merci de cette question. Tout fabricant de vaccins qui souhaite recevoir l'autorisation pour l'utilisation d'urgence de l'OMS doit envoyer les informations sur trois aspects. Un, la qualité de la fabrication. Il doit prouver que le site où a été fabriqué le vaccin est conforme aux standards des bonnes pratiques de fabrication. Deux, les données de sécurité du vaccin et les données d'efficacité finalement. Qu'est-ce qui se passe concernant le processus d'utilisation d'urgence pour le vaccin Sputnik V? Le processus a été suspendu parce que lors de l'inspection d'un des sites de l'usine qui fabrique le vaccin Sputnik, il n'a pas été constaté qu'il était conforme ou d'accord avec les mesures nécessaires. Le producteur devra faire les changements, les adaptations nécessaires et faire une nouvelle demande. Par conséquent, le coproducteur devra communiquer à l'OPS, à l'OMS, et il devra communiquer qu'il est prêt à recevoir une deuxième inspection. Jusqu'à ce moment, le vaccin ne sera pas encore approuvé. La question suivante est de Antigua Observer. Sommes-nous loin d'une approbation, une recommandation de l'utilisation du vaccin AstraZeneca chez les enfants, prenant en considération que l'AstraZeneca est le vaccin le plus accessible et le plus répandu dans les pays pauvres, surtout, Dr Barbosa? Est-ce que le docteur Barbosa nous entend? Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez répéter la question, Sébastien? J'ai eu un petit problème de connexion ici. Non, pas de problème. Owen Williams de Antigua Observer dit en anglais, est-ce que nous sommes loin d'une approbation et recommandation de l'usage du vaccin AstraZeneca chez les enfants, vu que
AstraZeneca est le vaccin le plus accessible et le plus utilisé surtout dans les pays les plus pauvres. Merci pour cette question. Comme je l'ai déjà mentionné sur mon team, je crois dans la deuxième question que j'ai entendue, les fabricants doivent présenter cette demande à l'OMS. Donc, les fabricants qui ont présenté cette demande d'autorisation d'utilisation d'urgence, EUL, pour l'usage de leurs vaccins chez les enfants, donc ont été Sinovac, Sinopharm et Moderna. Et ils sont toujours en analyse. AstraZeneca, pour l'instant, n'a pas encore présenté cette demande devant l'OMS. Je ne peux pas anticiper quand AstraZeneca présentera cette demande. AstraZeneca est un producteur très important de ce vaccin, un vaccin qui est accessible financièrement, mais il revient à AstraZeneca de prendre cette initiative. C'est au fabricant, c'est lui qui développe les essais cliniques permettant de disposer d'informations suffisantes sur la sécurité et l'efficacité de ces vaccins chez les enfants et les adolescents. Et ces études cliniques doivent être terminées pour qu'elles puissent être présentées devant l'OMS. Donc, AstraZeneca doit encore être en train de procéder à ces études cliniques parce qu'ils n'ont pas présenté leur demande à l'OMS jusqu'ici. Question suivante en anglais. Quelle est la situation actuelle en Haïti un mois après le tremblement de terre? Merci de nouveau pour cette question. Nous n'avons pas le luxe d'oublier Haïti. Cela fait un mois que Haïti a été touché par un tremblement de terre de 7,2 sur l'échelle de Richter qui a dévasté la péninsule sud et également beaucoup touché le secteur de santé. En plus des 12 700 blessés et des 2 246 morts, Haïti a vu 62 de ces établissements de santé touchés, y compris 28 d'entre eux qui sont très sévèrement détruits. 5 de ces hôpitaux ont été évalués du point de vue de leur structure par la part d'un initiative, de la part d'un ingénieur de la Smart Safe Hospital Initiative et d'autres sont sur la liste. Nous avons un besoin urgent de réparer ceux de ces hôpitaux qui peuvent être réparés et de reconstruire ceux qui ont été sévèrement touchés pour garantir la continuité des services médicaux dans ces secteurs. Bien sûr, on n'est plus dans la phase urgente, maintenant nous sommes dans la phase de reconstruction. Et l'OPS continue à collaborer avec le ministère de la Santé d'Haïti pour essayer de répondre aux besoins les plus urgents. Pour soutenir les efforts des autorités haïtiennes, l'OPS a envoyé des équipes composées de 11 experts techniques pour soutenir dans le domaine de la coordination, de la gestion des données, la logistique, le suivi épidémiologique, des travaux de laboratoire, des travaux en WASH, c'est-à-dire eau, assainissement, hygiène, obstétricien, support psychosocial et services sociaux. Donc, ces équipes travaillent côte à côte avec les départementaux de la santé haïtiens dans 3 des départements touchés, comme je l'ai déclaré antérieurement. Nous, l'OPS distribue également des médicaments, des fournitures médicales, y compris des kits contre le traumatisme et les kits orthopédiques, également autant dans les établissements de santé que dans les départements touchés, que dans les établissements médicaux de Port-au-Prince qui soutiennent le traitement des victimes du tremblement de terre. Haïti est soutenu par 11 équipes médicales d'urgence internationales qu'on désigne sous leur sigle EMT, déployées dans les départements affectés. Et beaucoup d'entre elles, de ces équipes, travaillent tout près des établissements qui ont été détruits. De nombreux partenaires locaux et internationaux ont déployé des hôpitaux de campagne dans ces zones affectées. 6 autres équipes médicales d'urgence ont terminé leur mission et sont reparties dans leur pays. Malheureusement, il existe encore des zones isolées qui n'ont pas encore pu être atteintes. Les services de santé primaire doivent être rétablis dans tout le pays.
et pour garantir que les populations puissent recevoir des services de santé proches de leur lieu de résidence. De grands efforts sont également réalisés pour renforcer les services de suivi épidémiologique, surtout contre la COVID-19, mais également pour d'autres maladies transmissibles, autant dans les établissements de santé que dans des lieux de rassemblement où quelques 26 000 personnes ont perdu leur résidence et sont rassemblées. Les activités de promotion de la santé encouragent la population à suivre les mesures de santé publique et à se faire vacciner contre la COVID-19 et contre d'autres maladies qui sont la prévention passe par la vaccination. Je voudrais dire que la situation de la sécurité actuelle empêche les efforts humanitaires et que les barrages des routes principales qui conduisent à la péninsule sud retardent la distribution de l'aide aux départements touchés. Le manque de combustible également augmente le retard. Autant les agences des Nations Unies que les partenaires continuent à recourir aux hélicoptères, à des convois et au transport maritime pour fournir cette aide humanitaire aux zones touchées, mais seul notre travail est rendu difficile par les obstacles que j'ai cités. Donc, je voudrais donc renforcer la demande du gouvernement haïtien, continuer à collaborer pour intensifier nos efforts pour la vaccination de la COVID-19. Jusqu'à présent, Haïti a administré 52 000 vaccins, mais beaucoup plus de gens en Haïti doivent être vaccinés. 1% seulement de la population haïtienne est couverte et il y a seulement 500 000 doses qui sont disponibles. C'est totalement inacceptable. Avec, à côté d'autres mesures, l'augmentation du taux de vaccination est important pour protéger le pays contre la transmission de la COVID-19. N'oublions pas Haïti dans ces temps de crise. Merci beaucoup et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette conférence de presse. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous arrivons à la fin de notre session d'aujourd'hui. Nous voulions vous informer que la prochaine semaine, nous n'aurons pas cette conférence de presse parce qu'il y aura le conseil d'administration de l'OPS qui commence le lundi à 9 h du matin à l'horaire de Washington et qui rassemble les ministres de la Santé de la région pour aborder les priorités sanitaires de la région. Ce sera virtuellement et nous allons vous envoyer des informations pour continuer les sessions ainsi que les communiqués au sujet des résolutions les plus importantes et les rapports sur la pandémie qui sera présenté au ministre parmi d'autres choses. Les sessions pourront être suivies par le canal de YouTube sur les réseaux sociaux et sur des réseaux sociaux et nous enverrons plus d'informations. Et au sujet de la COVID-19, vous pouvez consulter notre page de l'OPS où vous trouverez plus d'informations sur la situation épidémiologique et sur les vaccins et sur le travail que réalise l'OPS pour diminuer les effets de la pandémie. Merci beaucoup de vous connecter et nous continuons ensemble. Merci.